Début des citations. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi deviendra votre associé. Fin de citation. C'est une citation à succès de Nelson Mandela qui évoque ici la stratégie à adopter pour gagner un ennemi. Dans la vie politique des États, on a des alliés, mais on a aussi des rivaux. Comment allier les deux camps pour le bien de la nation qui est constituée d'un tout? C'est une quête permanente que nous poursuivrons encore ce dimanche dans le cadre de votre programme hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash News. Nous parlerons d'élections, un processus qui est de plus en plus entaché d'irrégularités et de vents de contestation en Afrique. Comment l'améliorer? Au Cameroun, on est encore dans la phase des préparatifs des élections qui sont normalement prévues en 2025. La révision des listes électorales a été bouclée cette semaine qui s'achève. Les statistiques données et l'opposition appelée à participer au processus. Au Tchad voisin, on prépare également les élections. Mais déjà, il faut passer par l'étape cruciale du dialogue national inclusif. Un processus difficile car l'opposition y adhère très peu. En Angola, on est bien avancé par contre. Les résultats officiels des élections ont été donnés. Mais sans surprise, peut-on le dire, l'opposition conteste les résultats de la Commission nationale électorale. Elle a d'ailleurs déposé un recours auprès de l'institution. Un mot qui revient dans toutes les thématiques retenues pour cette édition, vous l'aurez constaté, l'opposition. Quelle place ou alors quel est le rôle de l'opposition dans nos sociétés africaines? Place aux échanges dans le Grand 7 avec notre invité. Soyez les bienvenus. Votre fidélité à Dash News nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre édition de votre programme hebdomadaire, le round-up de l'actualité de la semaine. C'est bien le Grand 7 sur Dash News et comme tous les après-midi, nous sommes en compagnie d'un invité de marque. C'est un tout jeune mais au parcours bien rempli, soyez-en rassurés. Il est avec nous cet après-midi, Christian Djok-Congo. Il est secrétaire national du PCRN. Il est avec nous cet après-midi. Bonsoir et bienvenue, Christian. Bonsoir, Dame Dongo. Merci de nous avoir conviés sur votre panel ô combien prestigieux. Tout le plaisir est le nôtre d'être là ce matin. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Puisque vous êtes tout nouveau à l'émission, il est de coutume d'aller faire un tour sur le continent africain pour voir ce qui aura marqué l'actualité durant cette semaine qui s'achève. Et c'est bien sûr notre guide habituel, Audrey Melengui, qui nous mène. Bonjour Audrey. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Au Cameroun, ce 31 août marquait la fin des opérations de révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le directeur général d'Elections Cameroun s'est rendu à Douala, dans la région du littoral, question de dresser le bilan pour un aperçu du fichier électoral national. Il en ressort un taux global de 85% d'inscrits. La population jeune détient la palme d'or avec 73% des personnes enrôlées. Un objectif atteint selon le directeur général des élections. Plus de 500 personnes ont été testées positives au VIH-Sida à la suite des opérations d'autodépistage implémentées par une association dans le cadre du programme HIV Self-Testing Africa Initiative. La stratégie d'autotest consistait à distribuer des kits aux personnes désireuses de se faire dépister. Une distribution orientée vers les entreprises, les formations sanitaires dans 3 régions du pays, notamment le centre, le littoral et le sud. L'actualité sur le continent africain a tout aussi été riche cette semaine. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a révélé cette semaine qu'au moins 50 civils ont été tués à la suite d'une opération de ratissage dans la localité de Ombori le 19 avril dernier. Cette action
aurait été, selon la MINUSMA, menée par les soldats maliens et le personnel militaire étranger. Depuis la rupture de la coopération militaire avec la France, il s'agit d'une des plus graves incriminations du comportement des forces de sécurité maliennes. 19 morts. C'est le bilan d'un incident survenu ce lundi à Ikongo, dans le sud-est de Madagascar. Des gendarmes ont ouvert le feu sur une foule venue chercher dans leur caserne des suspects de l'enlèvement présumé d'un enfant albinos. En Angola, les élections législatives se sont déroulées cette semaine. Selon les résultats définitifs proclamés par la Commission nationale électorale ce 29 août, le parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, remporte ce scrutin. João Lourenço, président sortant, est alors réélu pour un second mandat. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, quant à lui, totalise 43,95% des votes exprimés au scrutin du 24 août. Un recours a été déposé par celui-ci afin de contester par la voie légale les résultats de ces élections. Parti du port ukrainien de Pivdeni le 16 août dernier, le navire Brave commandé a accosté au port de Djibouti ce mardi, chargé de 23 000 tonnes de blé ukrainien à destination de l'Éthiopie, selon l'ONU. Cette cargaison d'aide alimentaire va servir à l'approvisionnement des populations en proie à la famine et la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Merci à vous, Audrey Melingui, pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Nous allons, sans plus tarder, démarrer les échanges sur ce plateau. Et nous n'allons pas oublier que dès demain lundi, les élèves reprendront le chemin des classes. Ce sera là dans le cadre de la rentrée scolaire 2022. Mais c'est quand même avec un vent de suspicion. Est-ce que les enseignants reprendront effectivement les cours quand on sait qu'il y a eu des mouvements, des menaces de mouvements de grève à partir de cette rentrée? Christian Diok. Oui, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Les menaces de rentrée scolaire au Cameroun, c'est continuel depuis 2017 au moins, que ce soit la menace dite ambazonienne ou un peu plus avant. Dès 2015, il y avait la menace de Boko Haram. Et aujourd'hui, on a la menace du personnel enseignant, c'est-à-dire une des catégories socio-professionnelles qui constitue même le socle granitico, n'est-ce pas, d'inculcation, d'intériorisation idéologique que doivent avoir, n'est-ce pas, l'institution institutionnelle que sont les enseignants. Et il faut le dire, c'est la marge, c'est la couche des fonctionnaires les plus nombreux, n'est-ce pas, au terme de la fonction publique, qui sont quasiment 80 000 sur les 160 000 que compte, c'est quasiment 54%, il me semble, que comptent, n'est-ce pas, les fonctionnaires de la République du Cameroun. Et quand on fait même un ratio, ils sont d'ailleurs très marginaux en réalité. Parce que d'après les chiffres standards, si vous voulez faire une étude comparative avec le Maroc, où on est quasiment à la même échelle, vous verrez quasiment que c'est un enseignant pour 60 élèves, alors qu'ici chez nous, nous avons un enseignant pour 600 élèves quasiment, ce qui pose problème. Il faut d'ailleurs écouter, nous au PCN, nous avons proposé cela. Mais maintenant, revenons à la question que vous avez posée ici d'emblée. Cela relève de l'inconséquence managériale, n'est-ce pas, de ce régime en place, de ce gouvernement qui n'a pas de prévisibilité, qui n'a pas de projection, mais d'ailleurs, qui est en train de tuer l'éducation en lui-même. On peut prendre la chose dans sa globalité pour comprendre ici que vous avez évidemment ces enseignants qui ne sont pas payés d'ailleurs. En termes même de contenu éducatif, vous voyez, on nous donne les contenus pornographiques, les contenus qui prêtent à confusion. Vous avez d'ailleurs, même en ce moment, on a vu comment on est en train de promouvoir une autre identité, des cahiers promouvant la dépigmentation. Vous avez vu comment nous, au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, on a d'ailleurs dénoncé ça à travers l'honorable Roland Dengo ici, qui en a mené cette campagne pour dire ce qu'on veut inculquer à nos jeunes, c'est pas ça, il s'agit du savoir républicain, du savoir identitaire, un savoir qui soit, n'est-ce pas, collé à nos réalités. Et c'est ce que nous voulons. C'est cette école-là que nous entendons évidemment promouvoir. Maintenant, l'État doit prendre en considération évidemment ces fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui sont, eux, la base à partir de laquelle on ne doit pas s'amuser. S'il y a des fonctionnaires avec lesquels on ne devrait pas s'amuser, ce seraient les enseignants. Vous voyez bel et bien que toute cette couche sociale, on ne s'amuse pas avec les militaires,
On ne s'amuse pas avec les fonctionnaires sortis les NAM qui sont vachement payés, qui ne foutent absolument rien. On va dire mais ça les enseignants peuvent faire 10 ans, 25 ans. 10 ans, 25 ans, 15 ans, comme vous avez imaginé, on ne les paye pas. Moi, je veux dire à ces enseignants, évidemment, de tenir bon. Ce n'est pas un appel à la rébellion, mais leur dit évidemment que c'est un droit fondamental. Le droit de grève, c'est reconnu par la Constitution de la République du Cameroun, qu'ils puissent en revendiquer. Et on a encore un début de rentrée. Mieux vaut le faire maintenant que le faire en fin d'année, comme on a d'ailleurs vu l'année dernière. Qui a paralysé, justement, on est sorti des classes avec ce mouvement de grève. Qui a paralysé la chose pendant 6 semaines. Et je puis vous rassurer que les programmes n'ont pas été remplis. Et on peut même encore remettre en cause, n'est-ce pas, parce qu'il est suffisamment d'attendre 8 semaines pour que l'UNESCO déclare, n'est-ce pas, une année blanche au Cameroun. Donc on peut ici questionner le niveau de nos enfants qui ont été diplômés l'année dernière, les contenus qui n'ont pas été payés. Et on se demande bien comment le gouvernement de la République, pour une enveloppe de 80 milliards, alors qu'on sait qu'ils peuvent détourner 180 milliards, ils peuvent s'endetter pour rien. Vous avez vu, on parle de construire un pont, Nganou Djumessi, qui parle de 13 milliards pour un pont de 160 mètres, un pont aussi simple. Donc on peut dégager, s'ils sont dans l'intention de dégager ce genre d'argent pour voler, pour, n'est-ce pas, faire de la gabégie comme d'habitude, ils peuvent, n'est-ce pas, dégager cette ressource pour payer la ressource humaine. Il faut le dire, la ressource humaine dans une entreprise. Écoutez, Dame Dongo, vous bossez ici à Dash. Si vous n'êtes pas payé, vous ne produirez pas de rendement. L'image et tout ce qu'on aura, les caméramans qui sont derrière, on n'aura pas cette image. Et ceux qui sont censés inculquer les valeurs de la République sont ceux qui sont les plus, n'est-ce pas, marginalisés. Vous comprenez donc pourquoi la société est bafouée, pourquoi les valeurs sont détruites, où chacun fait comme il veut, où chacun peut insulter, il peut traiter comme il veut. On a les pratiques obscènes, l'école même est devenue un réceptacle de toutes ces pratiques où on fume la drogue, on fume le banga, on poignarde même. Prenez l'année scolaire qui s'achève, les 2 années scolaires qui s'achèvent, ce sont les élèves qui ont tapé les enseignants, ce sont les élèves qui ont poignardé leurs camarades. Vous avez le cas du jeune Blaireau Tianou, il nous semble. Ici, à l'école publique, au lycée d'Aïdo, et tout ce qui va avec. Cela atteste de la décrépitude mentale qu'on en a atteint. Et il faut dire un moment halte. Si ce gouvernement a encore un peu d'humanité en eux, qu'ils comprennent que c'est l'un des problèmes les plus cruciaux sur lesquels on ne doit pas s'amuser, on ne peut pas vendre sa jeunesse autant. On ne peut pas vendre le socle sur lequel tout développement devait reposer, c'est-à-dire l'éducation et davantage l'instruction civique. Bien sûr, en tant que parent, vous nous direz qu'il y a un élément à pouvoir le faire. Parce que les parents, comme on nous a appris dans les éléments de socialisation, on donne l'éducation à la maison, l'instruction républicaine, c'est à l'école. Donc la base commence à la maison. Et que les parents comprennent évidemment qu'ils ont un rôle à jouer. Mais évidemment, on pourrait questionner, est-ce que ces parents sont en dehors de cette société des violences dans laquelle nous vivons, la violence de corruption, la violence du manichéisme et tout ce que nous vivons. Les parents ne sont que le produit, n'est-ce pas, de cette société. Mais évidemment, on peut bien faire. On peut changer les choses. Et nous, particulièrement pour la réconciliation nationale, vous connaissez bel et bien la vision qui est la nôtre dans le grand champ du fédéralisme communautaire que nous avons constitué. L'école, après le socle agraire, constitue le deuxième élément, le deuxième pilier sur lequel repose évidemment le développement du Cameroun. On a quand même eu vent des négociations avec le gouvernement camerounais, mais on se pose la question, pourquoi ça prend aussi long? Pourquoi ça prend autant de temps? Deux éléments. Parce qu'ils ont déjà du mépris pour la chose syndicale au Cameroun. Ça, c'est l'une des choses. En fait, ce gouvernement connaît une seule chose. Pourtant, ces syndicats ont été invités à la table de négociation. Non, ils ont un mépris pour la chose syndicale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en créent des syndicats subsidiaires qui tourneraient autour pour déconstruire, évidemment, la dynamique sociale qui s'est construite. Vous l'avez qu'à vu. Quand on a eu les OTS, on a mis les OTA, on a mis ici les autres. On a eu des mandataires dont OTS ne s'en reconnaissait pas. Évidemment, c'est ce que fait le gouvernement. Maintenant, l'autre deuxième élément, c'est qu'ils ont du mépris pour les enseignants. Voyez-vous? Quand on a les NAM, je vous prends un exemple, vous savez au moins que ceux qui sont à l'école normale d'administration et de magistrature à Yaoundé sont payés quand ils sont encore à l'école. Oui. Alors que l'école d'en face, comme on les appelle les 2 écoles du lac, ils sont face à face. Il y a une certaine discrimination. 50 mètres. Pourquoi on discrimine les autres? Alors qu'en réalité, ceux qui sont censés produire, ceux qui s'occupent, on va dire souvent, de nos bouts de chou. Ça, c'est même, prenons même sur les enseignants du secondaire. Maintenant, si vous allez même à ceux de la maternelle, c'est de la catastrophe. Maternelle et primaire, ils ne sont quasiment pas payés. C'est dans toutes les écoles où on a quasiment que les affaires des APE, ainsi de suite. C'est les parents qui sont censés ici prendre charge de l'éducation de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, l'État a démissionné. Et quand l'État a démissionné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les envoyer oust. C'est ça notre problème, parce qu'ils n'ont plus rien à donner en réalité. Si on en arrive, vous prenez une école comme l'école de Hile Hailaifa.
c'est à l'extrême nord. Qui est situé où? À l'extrême nord, dans, n'est-ce pas, le Mayo Tchanaga, chez notre ami Gandhi Touko. Une école où on fait cours sous la paille. Il n'y a ni banc. J'ai dit quand je parle même de banc, parce qu'il n'y a déjà pas de salle. Mais on a donné une certaine école. Est-ce que vous voyez comment les enfants fréquentent comme si c'était dans une prairie? Et l'État s'en fout. Évidemment, ils centralisent tout à Yaoundé pour avoir ne serait-ce qu'une école. Dans un village comme celui-là, je vous assure, peut-être nous ici à Douala, on est mieux lotis. Allez-y même, sortez d'ici pour arriver à Bonépoupa à côté, juste entre Bonépoupa, entre Douala et Yabassi. Vous verrez qu'il n'y a quasiment pas d'école. Et là où même les écoles, c'est en paille. C'est les parents qui se mettent, qui se cotisent pour pouvoir payer. Et c'est le seul État au monde où c'est les parents qui s'occupent de l'école de leurs enfants. C'est-à-dire, non seulement vous devez payer les fournitures pour vos enfants, vous devez encore aller payer les enseignants. Or, vous payez déjà l'impôt. Vous voyez comment l'État est violent. L'État violent, je veux dire le gouvernement, violente les parents. Non seulement à payer d'abord, à prélever leurs impôts, mais on les impose encore une autre dimension, alors que c'est un droit inaliénable. C'est ça pourquoi ils ont été élus, pour faire ce travail. Et ils ont démissionné. Vous comprenez pourquoi nous on dit au niveau du PCN que cet État-là, ce gouvernement que nous avons, ne peut plus rien donner au Cameroun. Il faut les chasser, il faut les balayer. Très bien, vous faites très bien de soulever ces différentes difficultés-là auxquelles le gouvernement en place ne peut plus répondre. Mais la question qu'on va se poser cet après-midi, c'est quelle est la place de l'opposition? Vous qui êtes donc membre de l'opposition et précisément membre d'un parti d'opposition qui est le PCRN, quel est votre rôle dans une telle société? Et justement, nous allons marquer notre premier arrêt où l'actualité a été marquée cette semaine par la révision des listes électorales. Il faut le dire, hein, le chapitre de la révision des listes électorales pour le compte de l'année 2022 est donc définitivement clos au Cameroun avec un taux global de 85% d'inscrits. La population des jeunes détient la palme d'or avec 73% de personnes enrôlées, un objectif atteint selon le directeur général des élections Cameroun. En tout cas, notre reporter Serge Bertrand ici a pris part au point de presse qu'a donné Éric Essoussé. Je vous invite à regarder ce reportage. Contrairement à l'année précédente, le taux d'inscription sur les listes électorales est en hausse, soit une augmentation de 155 463 nouveaux électeurs enrôlés pour un pourcentage global de 85% sur l'ensemble du territoire national. La raison de cette embellie pour le compte de l'année 2022 est l'accent particulier mis sur l'enrôlement des jeunes. Cette tranche de la population représente 73% des nouveaux inscrits avec 246 669 potentiels électeurs. Des résultats justifiés par la stratégie mise en place par les autorités électorales, selon Éric Essoussé, directeur général des élections. L'accent a été mis cette année sur l'inscription des jeunes citoyens, ce qui a justifié le lancement des inscriptions dans les universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2. En général, la révision de 2022 s'est déroulée dans de bonnes conditions auprès des points d'inscription fixes ou mobiles. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 338 376 électeurs, parmi lesquels 211 457 hommes, 62%, 126 919 femmes, 38%, 246 669 jeunes, 73%, 305 handicapés, 0,09%. Nous constatons avec satisfaction que l'objectif fixé a été atteint. 73% d'inscrits sont des jeunes. La tendance à l'issue des opérations est haussière, à l'exception de la catégorie des femmes et des personnes handicapées. Elles présentent respectivement des taux de 38% et 0,09% en 2022 contre 46% et 0,5% en 2021. Des performances satisfaisantes que l'organe en charge des élections entend surpasser l'année à venir. Merci Serge Bertrand. Ici, vous l'aurez donc suivi, hein, le directeur général des élections au Cameroun qui se satisfait donc du taux d'enrôlement sur les listes électorales qui aura connu une hausse par rapport aux années précédentes. Un satisfait que vous partagez, Christian Diokongo? Non, nullement, nous ne le partageons pas, voyez-vous. C'est une grosse déception parce qu'on peut mieux faire. Il est quand même inadmissible. C'est déjà mieux par rapport aux années précédentes. Faisons une analyse statistique. Si on veut faire une comparaison avec 2021 où on était en année Covid,
on peut dire oui, une amélioration peut-être de 34%. Voyez-vous? Mais si on fait une étude statistique, partant de 2018, 2017, 2018, en termes d'inscription, on était quasiment à, on parlait de 1,2 million. Il est quand même inadmissible qu'on revienne en 2022, qu'on se satisfasse d'avoir inscrit 338 000 Camerounais. Et là encore, on parle encore d'enrôlement en attendant de traiter le fichier électoral. Parce qu'il y a les gens qui mutent, qui vont de là à là. Ceux qui sont décédés. Décédés, ainsi de suite. Voyez-vous, on peut revenir peut-être à 300 000 inscrits. Dans un environnement où on a potentiellement 11 millions de citoyens en âge de voter, c'est-à-dire ayant la majorité électorale qui est de 20 ans, et qu'on soit très heureux en train de nous dire que depuis la révision ou la refonte de 2011 ou de 2012, qu'on en soit à 7 millions. Ça doit quand même témoigner d'une certaine désaffection, n'est-ce pas, des citoyens camerounais à la chose politique. Et il faut justement comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais ne s'intéressent plus autant aux échéances électorales dans le pays. Justement, parce que l'épineuse problématique du système électoral, le code électoral en est un élément du système électoral. Le système électoral lui-même est un système quasiment souvent bâclé. Voyez-vous, la corruption. Moi, j'étais directeur de campagne adjoint à la présidentielle de 2018 du candidat Cabral Libi, en charge de la question électorale. J'ai vu de fond en comble, j'en ai touché. Notamment la question des couvertures des bureaux de vote, la question des résultats. On a bloqué les routes à nos représentants, tabassé, arraché les procès-verbaux. Il est difficile en termes d'écologie politique. Vous voyez, on ne peut pas organiser une élection au Cameroun en novembre, en saison sèche ou en janvier, février. Parce qu'on sait que vous pourriez arriver en Kondiok ou vous pourriez arriver évidemment à Gulfé, dans ces zones qui sont inaccessibles. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous les organise en plein octobre, où la route est quasiment coupée. La preuve en est, pour venir ici, nous sommes en septembre dans votre bureau. Mais la route est coupée en plein Douala. Il est difficile. Et vous imaginez donc qu'on le fasse au niveau du nord Macombé, où la route n'y arrive pas. Ça dit même ne serait-ce que les... comment je vais appeler, les bulletins de vote. Les autres candidats n'y accèdent pas. Vous connaissez Makuri, vous avez entendu parler de Makuri? C'est dans le centre, à Yoko. C'est-à-dire l'arrondissement de Yoko. On est coupé. Là-bas, ce n'est que l'hélicoptère qui arrive. Vous imaginez quel autre candidat pourrait faire, n'est-ce pas? Et là-bas, on vous dit qu'il y a 80 000 inscrits, 84 000 inscrits. Ils vivent comment, ces populations? On les trouve où? Ou même prenons ici, au niveau de, comment on appelle, je vais chez moi les combis, j'oublie le nom, Sigabondio, où il faut passer par la mer, un village où il a crié. Vous faites comment pour y accéder? Ils refusent donc que l'élection ait lieu en cette période. Maintenant, pour revenir évidemment à la question de la statistique électorale, non. Quand le docteur Eric Sousset, qui est un technocrate de la question, vous le dit, non, c'est calculé, Marivonne. Ils ont commencé, ils ont débuté, ils ont fait leur propagande pendant 4 jours à l'université de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2, et l'université de Douala. Ils se sont rendus compte qu'en 2 jours, ils atteignent 1000 inscrits. Ils ont arrêté, ils ont coupé. Donc c'est du banditisme institutionnel dont ils nous servent. Ils ont la chance que nous, on n'a pas été présents à cette conférence. Ils ne nous ont pas invités. Parce qu'évidemment, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait possibilité d'avoir plus. Il y a possibilité d'avoir plus. D'abord, du point de vue technique, s'il veut évidemment parler de jeunes seulement, s'ils avaient continué, on leur avait dit, d'accord, placez donc des sites itinérants au niveau des universités, si vous voulez. Parce que là, on retrouve les universitaires. On est sûr au moins que les jeunes qui ont 20 ans, à mon temps. Parce que l'autre chose, c'est l'autre banditisme. Si au Cameroun, le LMD dit qu'on a le bac à 17 ans, on est licencié à 20 ans, mais on peut être pénalement responsable à partir de 18 ans. On nous met quasiment ici 7,34% des populations en âge de pouvoir voter. C'est du banditisme encore, la tricherie. Le Cameroun est le seul pays au monde encore où on a 3 majorités et la majorité électorale, elle a 20 ans. Même au Tchad, en Centrafrique à côté, la majorité électorale et la majorité pénale sont combinées à 18 ans. Ce n'est que nous aussi au Cameroun, dans un environnement a priori dit démocratique. Il faut changer ce genre de choses. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la cible, qui est la jeunesse dont ils veulent parler, c'est du faux. Parce qu'en principe, théoriquement, la jeunesse est contestataire. Pour prendre ici le professeur Achille Bembe dans les jeunes et l'ordre politique en Afrique, ils vous disent que la jeunesse est essentiellement contestataire face à l'ordre public étatique. Et quand vous avez un ordre grabataire comme celui de Yaoundé que nous avons à ce moment, c'est évident que les jeunes que nous sommes, vous et moi, nous votons à gauche pour dire nous votons l'opposition.
nous votons, n'est-ce pas, contre ce régime parce qu'on ne se reconnaît pas en ça, oui, Madame Dongo. Pas moi, oui. Peut-être vous. En espérant que vous avez une carte électorale aussi déjà, bien sûr, je suppose, bien et sûr. que vous votez. Et je suppose que votre choix, évidemment, serait consubstantiel au mien parce qu'on a des mêmes valeurs, on partage les mêmes choses. Mais ce n'est pas le plus important. Ce que nous voulons dire aux gens de l'ICAM, c'est que, vous prenez la commune de Douala 5e, qui est la plus grande commune du Cameroun, qui a 1,2 million quelque chose de population. Oui. Vous savez combien d'inscrits on a à Douala 5? Qui a quasiment toutes les universités de Douala, de la ville de Douala. C'est-à-dire en termes de statistiques électorales, la population est à 87,56 pour reprendre les statistiques de l'INS de 2010, en espérant qu'ils vont les actualiser. Jusqu'ici, vous avez donc toutes ces universités que vous connaissez bel et bien. Pourquoi on ne parvient pas à avoir ces inscrits? Parce qu'on a 2 kits électoraux, 2 kits. C'est-à-dire, si vous imaginez donc que chaque kit est supposé inscrit au bout de 3-5 minutes, et ces kits sont vétustes. C'est les kits de 2011. C'est un peu comme si vous avez votre machine, votre PC, votre laptop que vous avez depuis 2011 à 2022, 11 ans plus tard. En termes de vitesse, même si vous réactualisez ça tous les temps, ces données que vous faites, vous ne pouvez pas. Ces gars sont parfois sur le terrain, comme nous on travaille avec eux, que ce soit le mouvement 11 millions de citoyens qui est affilié au PCRN. Vous venez avec des populations, vous réunissez des populations. Vous réunissez peut-être 200 populations pour qu'ils inscrivent. Mais un gars ne peut pas inscrire. Avec 2 machines, ils ne parviennent pas à vous inscrire. C'est 200 parce que ces machines sont vétustes. Elles n'y répondent plus. Et 2 les commissions mixtes dont ils parlent ne sont pas financées. Donc vous avez donc une commune comme Douala 5, je prends le cas de Douala 5, qui a 54 villages et quartiers, que vous connaissez bel et bien. Pour qu'ils partent de Bonamoussadi, pour l'Orbessou, pour l'inscrire, ou aller à Lendi, ils n'ont pas de voiture, par exemple. Comment ils font pour aller? Ce n'est que l'agence départementale qui a un vieux pick-up. Ils vont le faire comment? Ils vont inscrire ces gens comment? Ils doivent payer des motos, non, mais il n'y a pas de budget qu'on alloue à ça. C'est un problème global. D'accord. Une fois de plus, vous posez un problème. Les équipements d'Elections Cameroun sont assez vétustes pour pouvoir couvrir l'entièreté de la population camerounaise. Et justement, on se pose la question, quel est le rôle de l'opposition? Je vais vous aider un peu en répondant. On a très bien vu vos affiches, qui parlaient de ces différentes campagnes d'inscription massive sur les listes électorales qu'organisait le PCRN. Cela s'est bien tenu? Oui, merci de rendre compte et rendre raison aux populations. Il faut déjà le dire d'entrée. En son article 1 de la loi 2012 portant création des élections Cameroun, son rôle, c'est des inscriptions sur liste. Il s'occupe, n'est-ce pas, des opérations électorales. Oui. Et référendaires. Dans opérations électorales, on a une trilogie, c'est-à-dire pré, post et after, par l'arrivée de la période. C'est de leur rôle. L'autre chose, c'est ça, parce que vous aussi, les journalistes, vous jouez parfois leur rôle. Vous jouez parfois, vous contribuez à pouvoir imbéciliser les populations. Il ne s'agit pas du rôle des partis politiques ni des associations. C'est parce que nous sommes des acteurs à ce processus que nous contribuons, évidemment, à pouvoir le faire. Et les CAM devraient inscrire les gens sans discrimination. Donc, on ne devrait pas avoir. Nous, on est membre, en principe, des commissions électorales au sens de l'article 11 alinéa 2. Donc, on est là pour couvrir, évidemment, voir comment ça se passe. Et nous, au niveau du PCRN, vous connaissez bel et bien comment nous sommes entrés en politique via le mouvement 11 millions de citoyens, à travers, n'est-ce pas, la participation civique et la participation politique des Camerounais, l'engagement civique, en leur amenant à s'inscrire massivement. Parce que nous croyons que le pouvoir se donne au travers des urnes. Et c'est le peuple qui vous l'octroie. Et ce peuple, c'est le peuple souverain, le peuple électeur. Et pour être électeur, il faut être préalablement inscrit sur liste électorale. Et dans un environnement de dictature comme le nôtre, quand vous faites une sociographie des dictatures dans le monde, vous comprenez bien que seul le peuple est à même de pouvoir lever, n'est-ce pas, ou chasser ces dictatures. Et nous disons aux populations, inscrivez-vous sur liste électorale parce que l'élection pourrait avoir lieu au Cameroun à tout moment. On ne peut pas se le cacher. Notre président, aujourd'hui, on peut apprendre qu'il n'est plus là ou qu'il a démissionné parce que du point de vue capacitaire physiologique, il n'y tient plus. C'est vrai, quand on a un grand-père, moi j'ai un grand-père qui a cet âge, le matin, c'est qu'on ne va jamais regarder dans la chambre pour savoir s'il va. S'il respire encore. S'il respire encore ou non. C'est quand il lève la main qu'on sait que il est encore là, le PP est encore là ce matin. Et c'est le même cas de figure avec le président de la République. Très bien. Vous n'avez qu'à voir, on l'a vu plus d'une fois, il est même désormais malentendant, ainsi de suite. Ça atteste qu'à tout moment, il pourrait ne plus être là. Vous avez dit une phrase que je retiens, Christian Diok. C'est-à-dire, nous sommes chargés de dire aux populations d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est donc un rôle qu'a l'opposition aussi, celui de sensibiliser les populations.
Oui, évidemment, je veux le dire, pour revenir... Peut-être pas d'organiser, oui. parce que là, c'est le rôle d'Elections Cameroun, on est d'accord? J'en viens. Et justement, je voulais dire que dans les acteurs qui constituent le débat public politique, vous êtes des arbitres, notamment la presse. C'est-à-dire, vous êtes chargé, n'est-ce pas, de relayer ce qui est fait par les différents acteurs, c'est-à-dire les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels. D'ailleurs, nous sommes au sens de l'article, il me semble, du 3 alinéa 2 de la Constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Les partis politiques sont constitutionnalisés au Cameroun, c'est à l'article 3. Avant toutes les autres lois et libertés qu'on garantit aux Camerounais. C'est un peu d'imaginer ce que c'est. Dans ce rôle-là, donc, il y a donc les médias qui sont des acteurs cruciaux, parce que cruciaux autant pour moi, et votre liberté d'ailleurs consacrée, qui vous dit amenons les Camerounais à comprendre que la voie la plus conventionnelle qu'il soit, c'est la voie des urnes. Et qui dit voie des urnes, c'est s'inscrire. Maintenant, le rôle des partis politiques, évidemment, dans la trilogie des partis politiques, il y a ce qu'on appelle il y a le rôle manifeste et les fonctions latentes des partis politiques. La fonction manifeste, c'est la fonction programmatique, c'est-à-dire l'accession, l'exercice et la conservation du pouvoir, naturellement. Maintenant, vous avez donc les fonctions latentes qui entourent cette fonction, celle d'éducation de ces militants et des citoyens camerounais, en leur disant éviter, n'est-ce pas, le barbarisme que nous prône, n'est-ce pas, ce gouvernement, ou le brutalisme auquel on fait face pour intégrer une autre approche humanisante de la logique du pouvoir. C'est ce que nous, au PCN, nous faisons tous les jours. Je suppose que cette invitation que nous donnons aujourd'hui vaut du fait que nous sommes continuellement aux côtés d'Elections Cameroun et qui nous a d'ailleurs félicité. Vous avez vraiment vu au rang des organisations, félicitant d'abord un mouvement associatif qui est le mouvement 11 millions de citoyens et le PCRN qui s'y déploie quotidiennement. Et je me souviens d'ailleurs, le docteur Eric sous cette directeur général démontrait que sur les 360 communes que compte le Cameroun, le PCN avait 311 représentants des partis politiques sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire, au sens de ce que la loi nous donne, on suit évidemment ce processus. Parce que nous, on va accéder au pouvoir en 2025. Nous allons les exercer. Et pour les exercer, il faut contrôler évidemment l'instance qui est souvent au cœur de la fraude électorale. Parce que cette commission mixte commence évidemment au niveau des inscriptions. Il faut valider le fichier. Parce que le deuxième élément, c'est qu'on doit savoir où se trouvent les bureaux de vote. Ce n'est pas souvent moins de 2 jours où on vient vous dire qu'il y a un bureau de vote quelque part dans une chefferie, ce qui n'est pas légal, ou il y a un bureau de vote dans un environnement, dans une école qu'on ne connaît même pas, qu'on a créé, sans pouvoir vous dire. Ça fait qu'en termes de déploiement, en termes de repositionnement des votes, vous êtes quasiment perdu. Il faut communiquer, c'est pour ça que nous appelons les autres partis politiques avec. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, Marie-Yvonne, je suppose que vous êtes un média essentiellement institutionnel. Si on enlève le RDPC, qui est le parti au pouvoir, avec ses alliés, l'UNDP, le premier parti de l'opposition institutionnelle en matière électorale, en matière de statistiques électorales, c'est évidemment... Vous n'allez pas nous dire c'est le PCN. C'est le PCN, ce sont des faits. Allez-y, vous êtes journaliste, donc c'est pas de la propagande politique. Vous enlevez l'UNDP, le troisième parti politique en termes de statistiques électorales, à date, c'est le PCN, avec 7 mairies, avec 5 députés. Le SIF a 5 députés également, mais ils n'en ont que 2 mairies. Un peu en termes de trucs. Et les conseillers municipaux, nous en avons plusieurs trucs. Donc vous dites, c'est ça en termes de représentation. Et le PCN, à date, est le seul parti qui a des représentants et au nord et au sud Cameroun. C'est pour vous dire parfois ce qui en appelle à la logique de tribalisation du parti politique. Nous, on ne connaît pas ça chez nous. On a des conseils. Allez-y, tournez par exemple à Meganga. On nous a volé les partis. On nous a volé la victoire à Meganga. On nous a volé la victoire à Ile-Haïlifa. On nous a volé la victoire à Mokolo. Ça a été, il y a eu des soulèvements populaires, mais nous n'avons pas voulu en arriver là. Très bien. On a dû calmer les nôtres pour dire, mais on a des représentants de ce côté. C'est aussi ça le rôle de l'opposition, de tout faire mais seulement, il faut le dire, de façon pacifique. Oui, mais seulement il faut le dire que dans notre environnement, il faut constitutionnaliser la place de l'opposition. La place de l'opposition n'est pas constitutionnalisée. Ailleurs, c'est des places constitutionnelles. Prenons le cas par exemple de la Grande-Bretagne. Vous avez la notion de chef de cabinet et les autres. Quand le pouvoir en place a parlé, par exemple, ça veut dire quand mon collègue Atangandji, qui est ministre du gouvernement Paul Biya, parce que dans le gouvernement Cabral, je joue le rôle de M. Atangandji. Quand il dit telle chose, je dois sortir m'exprimer. Vous les journalistes, vous devez, n'est-ce pas, m'interviewer pour savoir ce qu'il a dit sur tel ou tel aspect. Ce que vous en pensez. Oui, en ce moment, par exemple, c'est la rentrée scolaire qui arrive. Allez-y chercher l'honorable Odile Gamahop, qui est enseignante, par exemple, et c'est Technidea, qui est secrétaire national à l'éducation, qui s'occupe de ça. On va dire que c'est le ministre de l'Éducation. Et vous direz quelle est la politique qui est la nôtre, quelle est l'approche qui est la nôtre. Elle parlerait mieux de ces affaires d'école, de l'APE et des OTS, parce qu'elle en est un maillon
fondamentale dans ce sens. Très bien. On comprend très bien, et vous le dites tellement bien, l'opposition a donc son rôle à jouer aussi dans le processus électoral d'un pays. Pendant que l'opposition sensibilise au Cameroun, du côté du Tchad, c'est l'opposition qui appelle à un boycott du dialogue national inclusif. Le présidium de ce dialogue-là a mis sur pied une commission ad hoc qui était chargée d'aller négocier avec l'opposition pour qu'ils puissent participer aux échanges dans le cadre du dialogue national inclusif. Je vous invite à regarder, avant que nous ne revenions commenter derrière, ce reportage de Audrey Melingui qui parle donc de cette commission ad hoc mise sur pied par le présidium du Grand Dialogue National Inclusif au Tchad. 26. C'est le nombre de membres que constitue ce comité, chargé de faciliter ou encore d'amener les composantes de la société civile à prendre part à cette rencontre. Une mission qui s'étendra sur une durée de 48 heures. Il sera question pour les acteurs d'entreprendre tout contact tendant au renforcement du caractère inclusif du dialogue national. Dans les rangs des membres de ce comité ad hoc figure l'ancien Premier ministre Nassour Ouédou, placé à la tête de celui-ci. L'ancien maire de Djamena, Mahamad Djarma Katir. Des chefs religieux musulmans, catholiques et protestants. Le dialogue national du Tchad, qui devrait reprendre le 3 septembre prochain, vise à rechercher des solutions de paix durable dans le pays, à réformer les institutions de l'État, parallèlement à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum. Merci Audrey Melingui. On a effectivement un rebondissement dans cette affaire de boycott de la présence ou pas de l'opposition au Grand Dialogue National Inclusif du côté du Tchad. Les travaux ont effectivement repris le 3 septembre dernier, mais ils ont de nouveau été suspendus parce que jusqu'ici, l'opposition, principalement le parti Les Transformateurs, ne se sont toujours pas présentés. Et aussi, les autorités religieuses ont fait donc une sortie, c'était ce samedi, pour annoncer qu'ils ne continueront pas de prendre part au Grand Dialogue National Inclusif du côté du Tchad. Je vous invite d'ailleurs à écouter cette réaction de cet évêque-là, porte-parole des autorités religieuses au Tchad, en espérant que la réalisation a calé l'élément pour vous. Nous avons l'impression d'assister à une campagne électorale avec d'un côté ceux qui soutiennent le changement et un renouvellement de la classe politique et de l'autre ceux qui bloquent tout et veulent continuer comme avant en mettant en place une machine savamment orchestrée. Face au spectacle auquel nous avons assisté et constatant la crise de confiance qui est apparue entre les différents groupes, nous ne voulons pas apparaître comme ceux qui soutiennent une partie contre l'autre. Cela est en contradiction avec notre rôle de pasteur, qui est celui de rassembler et de faire le pont. C'est pour cela que nous sommes contraints de suspendre notre participation aux séances pour ne pas cautionner la mainmise d'un groupe sur le processus de ce dialogue. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément-là du père Wangué Bani Martin, qui a donc déclaré officiellement au nom de toutes les autorités religieuses du Tchad qu'ils ne prendront plus part aux échanges. Cet évêque-là qui était dans la commission ad hoc, qui était chargé d'aller négocier avec l'opposition, et l'opposition qui a refusé catégoriquement de prendre part aux échanges. Comme quoi l'opposition peut bloquer tout un processus, parce qu'en attendant, le dialogue national est suspendu du côté du Tchad. Évidemment, il faut comprendre que le contexte en lui-même n'est pas celui dont nous vivons en ce moment. Parce que dans l'opposition, on pourrait dire qu'il y a les oppositions. Parce qu'il faut comprendre déjà la chose dans sa dimension purement historique. Que ce soit de Ngoukouni Ouédé, en passant par Issenabré, et les débits la logique des coups d'État que nous vivons dans cette est quasiment séculaire. Oui. Et cette sécularité a conduit, évidemment, des camps qui sont quasiment des camps historiques, j'allais dire des camps régionaux, même identitaires. Parce que là, vous avez parfois, souvent, pour ne pas revenir sur ça, c'est de manière simple, c'est un peu assimilable à ce qui se passe en Centrafrique également. Et c'est toute la zone du Sahel. On va subir ces mêmes choses bientôt en Guinée et au Mali.
Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, vous savez que on est au PCN, nous sommes un parti progressiste du centre et nous sommes évidemment en coalition avec les transformateurs, avec Succès Masra. Vous avez certainement toujours vu. Vous nous donnez une information. Vous avez certainement toujours vu Succès avec l'honorable président Cabral, échanger en ce moment même le camarade Abdourahmane Mokhtar est de ce côté pour travailler, pour trouver des coalitions. Comme nous travaillons avec Sonko, par exemple. Et ce sont des invités d'ailleurs qui seront peut-être à notre congrès à venir. Nous donnons cette exclusivité. Vous avez vu, nous étions en France, aux côtés de Mélenchon, pour les universités, pour comprendre cette chose. Parce que nous croyons à notre niveau qu'il faut changer de paradigme. Et l'une des choses sur lesquelles on doit s'apaisantir, c'est le dialogue démocratique politique. C'est-à-dire, il faut échanger. Il faut aller argument contre argument. Et non en imposer un cadre. Un peu comme on voit souvent, c'est un peu à la mécanique de Tangandji. Pendant le grand dialogue national au Cameroun, on débattrait de tout, sauf de la forme de l'État. Et sous un prisme où celui-là où vous avez évidemment essentiellement des militaires qui sont arrivés, nous ne sommes pas dans un environnement dit démocratique, nous sommes dans une logique de transition, c'est-à-dire de coup de force militaire qu'il y a eu, un coup de force militaire qui en a instauré une succession familiale. Il faut donc sortir non seulement de la logique des coups d'État, et sortir de la succession pour mettre en place des institutions fortes, des institutions qui permettraient évidemment de garantir la dévolution du pouvoir dans un environnement sain. Parce que vous pensez qu'il y aurait une volonté de vouloir museler l'opposition en Afrique? C'est une évidence. C'est-à-dire il y a comme une il y a une patrimonialisation du pouvoir. Vous n'avez qu'à voir toutes les constitutions qui sont généralement modifiées, tournent autour de la personne du président en place. C'est-à-dire la modification du mandat du président en place. Pour le cas du Cameroun, l'article 6 alinéa 2 au Cameroun, ça a sauté. Ça a été le cas en Guinée, ça a été le cas au Mali, ça a été le cas même. En ce moment, il y a une association au Cameroun qui traite des questions de football. Je ne veux pas revenir sur ça. Vous voyez un peu l'image. Cette image n'est pas bonne. Il faut mettre en place des institutions démocratiques fortes, même si on a besoin de personnes fortes qui animent évidemment ces institutions. Mais ces institutions doivent être immuables, c'est-à-dire contingentes. Quel que soit l'individu qui viendrait, n'est-ce pas, en assurer le directoire de ces institutions doivent être au-dessus de la personne et non que la personne soit au-dessus des institutions. Nous saluons d'ailleurs l'action des transformateurs et le rôle de la société civile. Donc vous, les médias et le clergé, tout ce qui va avec. Et non au Cameroun, comme nous on constate que les médias et le clergé et la société civile sont a priori partie prenante avec le gouvernement en place, alors qu'eux, ils sont censés défendre évidemment. Heureusement que vous êtes bien sur ce plateau avec nous. Oui, ça peut en être un jeu aussi. Voyez-vous, pour faire semblant, comme on voit souvent. Même non, pas du tout, soyez rassurés. Même la CTV, parfois, on invite des gens aussi pour pouvoir faire du cosmétisme. Mais ce n'est pas ce que je vous prête, autant pour moi. Nous sommes d'ailleurs très, très heureux de venir sur votre plateau, dans tous vos médias, je veux dire, dans toutes vos émissions où on parle en toute liberté. Et nous saluons d'ailleurs cette révolution démocratique. Et nous appelons d'ailleurs à opérer cette neutralité jusqu'à la fin. Ça fera de vous, je crois, un média aussi. Non seulement votre environnement, les studios sont assez relevés que les autres médias au Cameroun, la qualité des présentateurs aussi, nous saluons d'ailleurs ça. Mais gardez aussi, gardez ce paradigme-là, ça vous permettrait évidemment de pouvoir marcher. Et nous, on se sentirait mieux. Parce que la démocratie a besoin des démocrates, ceux qui en acceptent, et non des médias un peu tribaux, comme on voit au Cameroun. Il y a des médias, on sait que c'est pour tel parti politique ou c'est pour telle tribu. Il faut sortir de cette approche. Et c'est peut-être le cas qu'il y a eu aux médias, parce qu'il y a eu cette structuration de mentalité, cette structuration. Mais il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par la nouvelle opposition. Et cette nouvelle opposition est conduite par les transformateurs et naturellement par le docteur Succès Masra, qui nous est très proche, je vous l'ai dit. Et nous sommes d'ailleurs très heureux de voir le dénouement des choses, de voir comment ils impactent. Et justement, j'allais vous le dire, on voit quel impact cela a sur la continuité du grand dialogue. Un peu comme vous voyez comment nous on impacte l'environnement politique au Cameroun, le Parlement camerounais, à partir de nos idées, à partir de l'environnement que nous faisons. Et là, ils sont face à la junte militaire et on ose croire qu'au sortir de là, ils trouveront, n'est-ce pas, des mécanismes, tout au moins à minima, parce que rien n'est jamais acquis. Fondamentalement ou totalement, la junte militaire veut des garanties évidemment pour pouvoir sortir, savoir qu'elles auront un mécanisme de contrôle, peut-être à partir de, n'est-ce pas, la pression mise en place par la société civile religieuse, qui est un élément fondamental. Les imams et les évêques pourront évidemment permettre d'en arriver
à quelque chose de plus sérieux. Et on a en face les autorités de transition qui, elles aussi, hein, ne baissent pas du tout la garde. J'aimerais d'ailleurs vous lire cet extrait de Mahamat Idriss Déby. C'était ce samedi lorsqu'il recevait les groupes politico-militaires. Il a affirmé toucher des miettes pour monter au balcon de l'illusion et de la division. C'est un choix. Mais aller dans la salle où se tient le rendez-vous de l'histoire et participer avec l'ensemble des représentants de la nation à tracer les sillons du Tchad de demain, c'est encore mieux et patriotique. Et on a directement su à qui il s'adressait, c'est-à-dire aux partis d'opposition, les transformateurs, dont le siège est toujours encerclé par les forces de l'ordre. Oui, en fait, c'est comme ça que fonctionne, c'est comme ça que procèdent les gouvernements africains dans leur ensemble, vous m'excuserez, notamment ceux du précaré français. Au Cameroun, ce n'est pas nouveau. Vous avez vu, on a encerclé, n'est-ce pas, à l'époque, le siège du PCRN, du MRC, ainsi de suite. Quand vous êtes contre ces gens, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut sortir de cette approche d'en appeler. D'ailleurs, le président, dans son allocution, relève évidemment un élément fondamental. La question de la chaise vide nous a souvent paru pas la meilleure dans un environnement dit de dictature. Il faut parfois y être. C'est la position qui est la mienne. Et c'est ce que je procédais d'ailleurs. Il faut y aller. Il y a toujours une ronce. Même si vous ne pouvez pas donner, même si vos avis ne pourront pas être pris à 100%, il y a des éléments sur lesquels vous pourriez évidemment vous entendre, qui permettraient de la dévolution. Vous n'avez qu'à prendre la fameuse question de la tripartite au Cameroun. L'élément fondamental sur lequel l'opposition s'était basée, c'était celui de l'article 6 alinéa 2. Le mandat de 7 ans renouvelable une fois. Même si plus tard, il a été modifié. Et le pouvoir savant comment il fonctionne, il cherche généralement à détruire. Ils vont appeler les autres partis politiques. Ils vont payer les autres partis politiques. Voyez-vous, ils vont venir. Et dans la logique, évidemment, de l'avènement démocratique, on vous dira que ça se parle dans un cadre. Les autres partis d'opposition sont là. Vous en arrivez, vous n'êtes pas venus, tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne et que les transformateurs, comme les bases qu'ils ont posées, je veux dire les préalables, et que ces préalables peuvent être entendus même à 50%, qu'ils y aillent au débat et imposer leurs idées dans la salle. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et l'autre chose qu'on attend ici, c'est un élément fondamental. C'est l'Union africaine, le rôle de l'Union africaine. Cette institution, et vous savez bel et bien que l'Union africaine, en ce moment, la Commission de l'Union africaine est gérée par un Tchadien, Mahamat Oli. Donc on attend évidemment leur force dans la chose. Mais ce que l'on constate, c'est qu'ils s'agrégeraient vers le pouvoir, en ce moment vers la junte militaire, et ce qui laisse augurer que lui-même, il serait peut-être ce candidat du parti au pouvoir ou du parti de la junte militaire. Il y a beaucoup d'éléments, donc c'est un peu désolant. Mais quand nous mettons en place une transition démocratique assez claire, qui permettait évidemment de nous sortir des coups d'État que le Tchad a connus, qui sont devenus un peu séculaires, et peut-être même on parlerait de malchance dans cet environnement-là, ou quasiment historique, ça n'est pas bon. Au Cameroun, on n'a peut-être pas encore connu aussi des coups d'État qui renverseraient le pouvoir. On attend 2025. Au Cameroun, on attend 2025, a priori. Mais quand on parle de ça, on parle de chez nous. La question de la dévolution du pouvoir au Cameroun, elle n'est pas clairement établie. La question de la vacance. Si M. Biya venait à mourir aujourd'hui, qui constate la vacance? Comment cela s'opère? Qui annonce la vacance? Avant, évidemment, que l'autre vieux Nyat, qui peut-être ne mourrait certainement lui aussi à l'annonce de la mort de l'autre président de la République, qui prend le pouvoir. Bref, on est dans un imbroglio total qui fait à ce que, tant les mécanismes de dévolution ne sont pas clairs et établis, il y a comme toute impétuosité qui régnerait. Et en là, tout cas, nous restons à l'écoute des prochains développements du côté du Tchad. Les échanges sont censés se poursuivre demain lundi. Dans le cadre du Grand Dialogue National Inclusif. Vous l'avez suivi, les autorités religieuses se sont désolidarisées, ont affirmé qu'elles ne participeront plus si toutes les parties ne prennent pas part à ce rendez-vous-là. On attend les prochains développements du côté du Tchad. Au pas de course, nous allons prendre la dernière thématique cet après-midi, et c'est en Angola où l'opposition dépose un recours à la Commission nationale électorale. L'opposition qui, bien sûr, conteste les résultats des élections qui ont fait João Lourenço vainqueur de l'élection présidentielle de ce côté-là. Je vous invite à regarder ce reportage de Larissa Libama.
L'opposition entend contester les résultats des dernières élections générales qui ont donné la chance à un second mandat au président João Lourenço en Angola. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, en abrégé UNITA, le principal parti de l'opposition, l'a annoncé le 1er septembre et déclaré avoir déjà déposé un recours à la Commission nationale électorale comme le prévoit la loi. Au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, en abrégé MPLA, a recueilli 51,17% des voix selon les résultats de la CNE publiés le 29 août contre 43,95% pour le parti UNITA. L'UNITA réitère qu'elle ne reconnaît pas les résultats publiés par la Commission nationale électorale tant que les plaintes des gens n'auront pas été tranchées. Dans les délais légaux, une réclamation sera déposée avec des effets suspensifs de la déclaration des résultats présentés par la Commission électorale. Avec la mainmise du MPLA sur l'organisation du scrutin et les médias publics, l'opposition et une partie de l'opinion publique émettaient déjà des doutes sur le processus électoral de mercredi dernier. 4 des 16 membres de la CNE n'ont pas signé les résultats finaux exprimant des doutes sur le processus électoral. Le 30 août, après la proclamation des résultats, le parti UNITA a annoncé une rencontre avec la presse afin de présenter des preuves de fraude électorale. La Cour constitutionnelle angolaise, elle, a indiqué n'avoir reçu aucune requête des partis politiques. Merci à vous, Larissa Libom, et c'est un très bon point que vous avez soulevé à la fin de votre reportage. Les membres de la Commission nationale électorale eux-mêmes émettent des doutes sur le processus électoral du côté de l'Angola. L'opposition émet des doutes sur le processus électoral, mais rien n'est fait. Non, écoutez, moi c'est une question qui me désole. C'est une problématique universitaire qu'on a fait des recherches, c'est-à-dire la question de la contestation des élections en Afrique. Sur les 54 pays africains, il n'y a que 9 pays en Afrique où on ne conteste pas les élections. Le reste? Le reste, c'est toujours ce à quoi on nous a habitués. Et notamment les anciennes colonies ou dictatures franco... Mais à quoi cela est dû, Christian? Cela est dû à deux choses. Primo, à la patrimonialisation du pouvoir. Deuxièmement, à la faiblesse des institutions qui, n'est-ce pas, sont censées assurer la question de la dévolution du pouvoir. Je parlais du Cameroun. Cela peut arriver également à notre niveau. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sont des commissions électorales qui ont été conçues où vous avez le pouvoir à ses représentants et ceux de l'opposition sont également représentés. Ceux qui en contestent les résultats, c'est-à-dire les membres de la commission, sont les membres de l'opposition. Vous pouvez un peu imaginer. Donc, généralement, c'est le même cas de figure que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les membres de la CENI arracher les papiers à l'époque, c'est-à-dire les pro-Gbagbo ou ceux de Ouattara contestés. C'est le même cas de figure. Et là, nous avons deux partis historiques, ou MPLA et l'UNITA, qui se bagarrent. C'est-à-dire que ce soit depuis le mouvement de libération nationale à date, c'est deux grandes figures. Ça a toujours été ça, le cas. Mais on est quand même surpris que l'Angola, qui à un certain moment a évolué, nous a été ici un élément démocratique. Je veux dire quoi? Un État dit démocratique a priori. Et même en termes de base de développement, l'Angola est mieux avancé aujourd'hui que le Cameroun. En termes de structure, d'implantation, tout ce qui va avec, en termes de développement économique, c'est quand même regrettable qu'on en arrive là. Admettons bel et bien que les institutions, dont la Cour constitutionnelle, va évidemment se saisir du dossier et que ne nous servira pas du Clément Atangana au Cameroun, du irrécevable et non fondé. Voyez-vous? Mais on se pose quand même la question, Christian Diok, est-ce que les commissions électorales seraient donc désormais à la solde de l'exécutif? C'est un fait. Quand vous voyez la constitution de l'ECAM au Cameroun, il y a deux membres, a priori, qui seraient de la société civile. C'est-à-dire le professeur Tichinwell, du haut de ses 89 ans, et le Delphi Tchanga qui est morte. Vous prenez les autres, elle est morte aussi, il me semble, à 91 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà la constitution. Maintenant, tous les autres, vous prenez Dr Ricky Soussé, ou vous prenez le président, Fon comme Azo, tout ce monde sont les anciens militants du RDPC. Donc, vous croyez que moi aujourd'hui, vous me nommez aujourd'hui responsable, n'est-ce pas, de l'ECAM. D'accord? Quand je vais aller dans cette constitution, dans cette équipe, vous pensez que je n'aurai pas le cœur qui battrait pour le PCN, alors que ce sont mes travaux et autres qui m'ont permis d'être allé là-bas? Généralement, ces institutions sont ici prises pour des remerciements. Et quand on y est, on te dit qu'on t'a amené là-bas, c'est un remerciement. Et qui dit remerciement, tu dois travailler
en termes de rétribution de celui qui t'a acquis, n'est-ce pas, cette portion de pouvoir que tu es en train de manger. Très bien. J'aimerais vous poser cette dernière question pour sortir des échanges. Nous sommes déjà pris par le temps. Comment l'opposition réussit à faire entendre sa voix dans un pays où la majorité des institutions est contrôlée par le pouvoir en place? Comment? Comment? Évidemment, en proposant des alternatives crédibles. Okay. C'est-à-dire des offres qui ressemblent évidemment à ce que l'attendent la population, parce que nous sommes dans un environnement de marché politique. Et dans un marché politique comme le Cameroun, à ce moment, vous n'avez qu'à voir, n'est-ce pas, la réception d'une offre politique comme le fédéralisme communautaire que nous avons proposé. Vous voyez comment ça ne fait que parler, tout le monde en parle. C'est quelque chose qui est adapté. Et maintenant, les populations se reconnaissent. Elles se reconnaissent évidemment parce que quoi? Nous proposons quelque chose de meilleur. Au centralisme, à la dictature, au barbarisme, au brutalisme, à la corruption, le brigandisme et tout ce que nous vivons à ce moment. Nous leur proposons, n'est-ce pas, une lueur d'espoir. C'est-à-dire, voilà comment l'opposition. C'est pour ça que nous s'est appelé une opposition de proposition. C'est ça que nous rôle l'opposition. Certains n'ont peut-être pas compris cette métaphore quand on disait que dans un environnement de sécularité dictatoriale comme le nôtre, voyez-vous, où quasiment tout est bâclé, où les libertés sont mises en mal, on a la liberté de bavarder au Cameroun. Il faut se le dire. Comme vous voyez là, on bavarde. Et puis, quand vous aurez, n'est-ce pas, l'opportunité, vous voulez évidemment continuer à exercer votre liberté, c'est-à-dire le droit de marcher ou de se réunir, on vous l'interdit. Si on parvient, n'est-ce pas, à vous faire encercler, vous imaginez notre comité de base de PK8 s'organise un dimanche pour faire une marche sportive, c'est-à-dire se reclasser, c'est-à-dire aller jouer au ballon, un peu. On vient vous interdire. Subitement vous êtes encerclé là. On me dit que c'est une activité dangereuse. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce qu'ils ont peur. Ils sont frileux. Maintenant, face donc à ces gens qui ne réagissent que par la barbarie. Il faut voir que les intentions de certains partis de politique d'opposition ne sont pas toujours bonnes aussi. C'est ça que vous le dites, évidemment. Maintenant, quand vous êtes face à un État essentiellement violontocrate comme les nôtres, il est difficile, je vous assure, il est difficile de s'y maintenir. Et maintenant, peut-être il faut jouer avec sa tête. C'est un peu le cas du mouvement OTS. Vous voyez un peu? Ils ont cherché tout moment, tout moyen pour pouvoir, n'est-ce pas, brimer les enseignants. Aisément que les enseignants, ils ont de la tête. Ils ont compris qu'il fallait aller dans les lycées, dans les établissements et ne pas enseigner. Parce que s'ils restaient à la maison, voyez-vous, ils allaient sentir. Ce serait un motif, par exemple. Ils allaient être violentés, brutalisés un peu. Dieu merci, ils ont évidemment compris, ils ont réussi à contourner. C'est pourquoi nous, au PCRN, on dit souvent aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas aller frontalement face aux gens qui ont et la dictature, qui ont maté le peuple. Parce que la majorité des citoyens vous disent que pardon, moi je veux sauver mon beefsteak, pardon, moi je veux sauver mes enfants, je ne veux pas qu'ils aient... Les enfants sont encore petits. Ainsi de suite. Il faut qu'ils comprennent que c'est le prix à payer à un moment donné. Très bien. Ils adhèrent au parti politique et adhèrent à un parti politique comme le PCRN, c'est-à-dire s'inscrire sur une liste électorale, et voter pour lui en 2025. Et ce lointain souvenir que nous vivons en ce moment de façon d'ordre abyssal sera dépassé. Cette malchance, je vais même dire ça comme ça, que nous vivons jusqu'à date sera dépassée. Et le Cameroun aura quelque chose de nouveau. On n'est pas encore en temps de campagne, Christian, donc ça viendra. En tout cas, les cartes ont été redistribuées. Chacun a les moyens à disposition pour pouvoir parvenir à la tête. Je suis d'accord avec vous. Très rapidement, nous sommes à la fin pour le faire, évidemment, pour le faire, il faut tenir compte du contexte en lui-même. Et c'est l'une des choses que vous, les journalistes, c'est pour ça que j'accuse souvent les journalistes que vous êtes, vous ne nous aidez pas toujours. C'est que vous démontrez que l'opposition n'en propose rien, l'opposition est nulle, alors que vous ne voyez pas que les moyens d'expression de cette opposition, a priori, n'y sont pas garantis. Or, contenu dans la Constitution du Cameroun. Le moment venu, en tout cas, nous vous libérerons des plateformes pour que vous puissiez vous exprimer et présenter vos différents programmes aux téléspectateurs. Ne vous en faites pas pour cela, Christian Diop. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand 7 cet après-midi. Merci et en espérant vous avoir très bientôt avec nous. Merci également à toute la réalisation derrière. Malgré le temps orageux ce matin, ils se sont démerdés pour pouvoir nous mettre à l'antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez été fidèles à cette autre production. Je vous donne rendez-vous sans doute dimanche prochain pour une toute nouvelle production. En attendant, nos programmes se poursuivent bien sur Dash News. Allez, à bientôt.